3 000 milliards de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut de la France, plus que celui du Royaume-Uni. C'est la valeur du deal le plus explosif de notre époque, un accord secret qui se négocie en ce moment même entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Pendant que vous regardez cette vidéo, 52 élus américains tentent désespérément d'arrêter ce qui pourrait être le plus grand transfert de richesses minières de l'histoire moderne. Mais ils sont impuissants, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas juste une histoire d'argent, c'est l'histoire d'une guerre invisible entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des minerais qui alimentent notre monde moderne. Votre smartphone, votre voiture électrique, vos panneaux solaires, tout dépend de ce qui se passe en ce moment au cœur de l'Afrique. Je suis votre analyste géopolitique et dans les 20 prochaines minutes, je vais vous révéler les dessous de ce deal qui fait trembler les chancelleries du monde entier. Vous allez découvrir pourquoi la Chine panique, pourquoi l'Amérique mise tout sur cette carte et surtout pourquoi l'avenir de la technologie mondiale se joue dans les mines du Congo. Restez jusqu'à la fin car ce que je vais vous révéler va changer votre vision de la géopolitique mondiale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que cette histoire ne fait que commencer. Commençons par les faits bruts. Le 15 juillet 2025, les autorités congolaises ont officiellement confirmé qu'elles négocient un accord minier avec les États-Unis d'une valeur potentielle de 3 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est l'équivalent de 15 fois le budget annuel de la France. Mais qu'est-ce qui justifie une somme aussi astronomique? La réponse tient en 4 mots: cobalt, lithium, coltan et cuivre. Ces 4 minerais sont les véritables or noirs du 21e siècle. Le cobalt, par exemple, est absolument indispensable pour les batteries de nos voitures électriques. Sans lui, la transition énergétique mondiale s'arrête net. Et devinez quoi? La République démocratique du Congo produit 70% du cobalt mondial. 70%, c'est comme si un seul pays contrôlait 70% du pétrole mondial. Le lithium, lui, est le composant clé de toutes nos batteries, de votre smartphone à votre ordinateur portable. Le coltan est essentiel pour nos puces électroniques. Et le cuivre, il est partout dans nos infrastructures électriques. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. La RDC ne possède pas seulement ces minerais en abondance, elle possède 18 des 34 minerais considérés comme critiques par les organismes spécialisés. 18 sur 34. C'est comme avoir gagné à la loterie géologique. Mais il y a un problème majeur, un problème qui explique pourquoi ce deal est si urgent pour les Américains. Regardez cette carte. Les zones en rouge sont contrôlées par des groupes armés. Le M23, soutenu par le Rwanda. Pareco FF, qui vient d'être sanctionné par les États-Unis, et d'autres milices. Ces groupes contrôlent certaines des zones minières les plus riches du pays, notamment Rubaya, où se trouve un gisement de coltan d'une valeur inestimable. C'est là que l'accord américain prend tout son sens. Les États-Unis ne proposent pas seulement d'acheter des minerais, ils proposent un deal sécurité contre minerais. En échange d'un accès privilégié aux ressources congolaises, Washington s'engage à aider Kinshasa à sécuriser son territoire. Concrètement, cela signifie formation militaire, renseignement, équipement et potentiellement une présence sécuritaire américaine dans l'est du Congo. C'est un pari énorme pour les deux pays. Pour la RDC, c'est l'espoir d'enfin pacifier l'Est du pays, en proie aux violences depuis plus de 25 ans. Pour les États-Unis, c'est la chance de sécuriser leur approvisionnement en minerais critiques pour les décennies à venir. Mais pourquoi cette urgence américaine? Pourquoi maintenant? La réponse se trouve à 12 000 kilomètres de là, à Pékin, car pendant que l'Amérique négociait, la Chine, elle, agissait. Pendant que le monde occidental plongeait dans la crise financière, la Chine signait discrètement un accord avec la RDC, un accord de 6 milliards de dollars qui allait changer la donne pour les décennies suivantes. Mais ce n'était que le début. Aujourd'hui, en 2025, la réalité est saisissante. La Chine possède ou détient des participations dans 15 des plus grandes mines de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo. 15 sur les plus grandes. C'est une domination quasi totale. Comment en est-on arrivé là? La stratégie chinoise était brillante dans sa simplicité. En 2011, Pékin a inscrit la fabrication de véhicules électriques sur sa liste des 7 industries émergentes prioritaires. Pendant que l'Occident débattait encore de la transition énergétique, la Chine sécurisait déjà ses approvisionnements. Les entreprises chinoises ont concentré leurs investissements sur les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, issues de la division de l'ancienne province du Katanga. Ces régions regorgent de cuivre et de cobalt. Et contrairement aux Occidentaux, les Chinois ne posaient pas de questions embarrassantes sur la gouvernance ou les droits humains.
Le résultat, aujourd'hui, la Chine contrôle pratiquement toute la chaîne d'approvisionnement du cobalt mondial, de l'extraction au raffinage, en passant par la transformation. C'est ce qu'on appelle une intégration verticale parfaite. Mais voici le plus inquiétant pour Washington. Cette domination chinoise ne se limite pas aux minerais. Elle s'étend à toute l'économie congolaise. Les entreprises chinoises construisent des routes, des hôpitaux, des écoles. Elles créent de l'emploi. Elles gagnent les cœurs et les esprits. Face à cette réalité, les États-Unis se sont réveillés tard, très tard. Un rapport du Center for Strategic and International Studies publié en mars 2025 est sans appel. L'absence d'implication du gouvernement américain dans les affaires commerciales a permis à la Chine de consolider davantage sa domination dans l'une des nations les plus riches en ressources au monde. C'est dans ce contexte que Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a décidé de jouer le tout pour le tout. L'accord avec la RDC n'est pas juste un deal commercial, c'est une déclaration de guerre économique à la Chine. Car les chiffres sont terrifiants pour l'Amérique. Les États-Unis importent 76% de leur cobalt de l'étranger. Pour le lithium, c'est 25%. Pour les terres rares, c'est 100%. Imaginez la vulnérabilité stratégique que cela représente. Si demain, la Chine décide de couper les approvisionnements, l'industrie technologique américaine s'effondre. Plus de smartphones, plus de voitures électriques, plus de panneaux solaires. C'est un scénario cauchemardesque pour Washington. D'où l'urgence de ce deal avec la RDC. Les Américains ne peuvent plus se permettre d'être dépendants de la Chine pour des ressources aussi critiques. Ils doivent diversifier leurs approvisionnements et vite. Mais la Chine ne va pas laisser faire. Pékin a déjà commencé à réagir. Des conseillers chinois multiplient les visites à Kinshasa. Des investissements supplémentaires sont promis. La bataille pour le Congo ne fait que commencer. Et au milieu de cette guerre des titans, 52 élus américains tentent de faire entendre leur voix. Mais peuvent-ils vraiment arrêter une machine géopolitique lancée à pleine vitesse? 11 août 2025. Une date qui restera dans les annales. Ce jour-là, 52 élus démocrates du Congrès américain ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont écrit une lettre ouverte au président Trump et au secrétaire d'État Marco Rubio pour dénoncer ce qu'ils appellent l'opacité scandaleuse des négociations avec la RDC. 52 élus, ce n'est pas rien. Parmi eux, des figures influentes du Parti démocrate, des membres de commissions clés, leur message est clair. Nous exigeons que le gouvernement américain garantisse un processus transparent et participatif. Mais voici la question cruciale. Pourquoi ces 52 élus ne pourront-ils probablement pas arrêter ce deal? La réponse tient en 3 mots, séparation des pouvoirs. Aux États-Unis, les négociations internationales relèvent principalement du pouvoir exécutif. Le président et son administration ont une marge de manœuvre considérable en matière de politique étrangère. Le Congrès peut influencer, critiquer, mais difficilement bloquer. Et puis, il y a la réalité politique. Ces 52 élus sont tous démocrates. Face à eux, une administration républicaine qui contrôle l'exécutif et dispose d'une majorité au Congrès. Mathématiquement, ils sont en position de faiblesse. Mais leurs critiques ne sont pas sans fondement. Ils pointent du doigt le spectre du contrat sino-congolais de 2008, souvent critiqué pour son déséquilibre et ses retombées limitées pour la RDC. Ils ont peur que l'Amérique répète les erreurs de la Chine. Leur principale préoccupation, l'absence totale de consultation du Congrès. Nous déplorons l'absence de consultation du Congrès dans les discussions portant sur l'exploitation des minerais critiques du sous-sol congolais, écrivent-ils. C'est un reproche légitime. Un accord de 3 000 milliards de dollars qui engage l'Amérique pour des décennies devrait normalement faire l'objet d'un débat démocratique. Mais nous ne sommes pas dans des circonstances normales. Car pendant que les élus débattent, le gouvernement de Trump agit. Et elle agit vite. Le 12 août 2025, soit un jour seulement après la lettre des 52 élus, le département du Trésor américain a imposé des sanctions contre des entités liées à la violence et au commerce illégal de minerais en RDC. Ces sanctions visent Pareco FF, un groupe armé actif dans la zone minière de Roubaïa, ainsi que plusieurs entreprises congolaises et chinoises. Le message de Washington est clair, nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre les groupes qui empêchent les États-Unis et leurs alliés d'accéder aux minerais essentiels à notre défense nationale. John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor, a été encore plus direct. Le commerce des minerais du conflit fait des ravages parmi les civils congolais, alimente la corruption et empêche les entreprises respectueuses de la loi d'investir en RDC. Ces sanctions ne sont pas anodines. Elles préparent le terrain pour l'accord avec la RDC. En sanctionnant les perturbateurs, Washington montre qu'il est prêt à utiliser tous les outils à sa disposition pour sécuriser ses approvisionnements.
Face à cette détermination de l'exécutif, que peuvent vraiment faire les 52 élus démocrates? Ils peuvent organiser des auditions, demander des rapports, faire du bruit médiatique, mais arrêter le deal, c'est une autre histoire. D'autant plus que l'argument de la sécurité nationale est un joker puissant en politique américaine. Quand un président invoque la sécurité nationale, il devient très difficile de s'y opposer sans passer pour antipatriotique. Et puis, il y a la pression du temps. Chaque jour qui passe, la Chine renforce sa position au Congo. Chaque jour qui passe, l'Amérique prend du retard dans la course aux minerais critiques. Dans ce contexte, les débats parlementaires peuvent sembler être un luxe que l'Amérique ne peut plus se permettre. Alors, les 52 élus continueront-ils à se battre? Certainement. Obtiendront-ils des concessions sur la transparence? Peut-être. Mais arrêteront-ils le deal? Toutes les forces en présence suggèrent que non. Car au-delà des débats washingtoniens, ce deal aura des conséquences majeures pour l'Afrique et le monde entier. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Imaginez l'Afrique dans 10 ans. Si ce deal se concrétise, nous assisterons à la plus grande transformation géopolitique du continent depuis les indépendances des années 1960, et les conséquences dépasseront largement les frontières congolaises. Pour la République démocratique du Congo, c'est potentiellement la fin d'un cauchemar qui dure depuis 25 ans. L'Est du pays, en proie aux violences des groupes armés, pourrait enfin connaître la paix. Mais à quel prix? Car ce deal transformera fondamentalement la nature de l'État congolais. Avec un soutien sécuritaire américain massif, Kinshasa aura enfin les moyens de contrôler son territoire. Mais cette dépendance sécuritaire créera-t-elle une nouvelle forme de néocolonialisme? L'opposition congolaise ne s'y trompe pas. Elle accuse déjà le président Félix Tshisekedi de brader les minerais du pays contre la sécurité et de chercher la protection des États-Unis parce qu'il n'a pas su mettre en place une politique de défense capable d'assurer la protection de l'intégrité du territoire national. Mais pour les populations de l'Est du Congo, martyrisées par des décennies de guerre, la perspective de la paix pourrait l'emporter sur ces considérations géopolitiques. Après tout, que vaut la souveraineté théorique face à la sécurité concrète? À l'échelle régionale, ce deal bouleversera les équilibres. Le Rwanda, qui soutient le M23 et profite du commerce illégal de minerais, se retrouvera isolé. L'accord de paix RDC-Rwanda signé le 27 juin 2025 sous médiation américaine prend ici tout son sens. Pour l'Afrique dans son ensemble, ce deal pourrait servir de modèle. D'autres pays riches en minerais critiques, le Mali pour le lithium, le Zimbabwe pour le platine, la Zambie pour le cuivre, pourraient être tentés par des accords similaires avec Washington. Nous assisterions alors à une véritable ruée vers l'Afrique, version 20 et 1e siècle, avec les États-Unis et la Chine se disputant chaque gisement, chaque mine, chaque gouvernement. Pour la Chine, ce deal représente un défi existentiel. Pékin ne peut pas se permettre de perdre sa position dominante sur les minerais critiques. La riposte chinoise sera probablement massive, nouveaux investissements, pression diplomatique, peut-être même déstabilisation. Car ne nous y trompons pas, cette bataille pour les minerais du Congo n'est que le début d'une guerre économique mondiale, une guerre avec laquelle les armes ne sont plus les missiles, mais les contrats miniers, une guerre à laquelle les champs de bataille ne sont plus l'Europe ou l'Asie, mais l'Afrique. Et dans cette guerre, il y aura des gagnants et des perdants. Les gagnants, potentiellement les populations congolaises, si la paix et le développement suivent, les entreprises américaines qui accéderont aux minerais, les consommateurs occidentaux qui verront leur technologie sécurisée. Les perdants? La Chine, qui perdra sa position monopolistique. Les groupes armés congolais, qui verront leurs sources de financement se tarir. Et peut-être, paradoxalement, l'environnement congolais, si l'exploitation minière s'intensifie sans garde-fou suffisant. Mais le plus grand enjeu, c'est peut-être la redéfinition de l'ordre mondial. Si ce deal réussit, il prouvera qu'il est possible de briser les monopoles chinois sur les ressources critiques. D'autres pays suivront. L'hégémonie économique chinoise sur les minerais pourrait s'effriter. À l'inverse, si ce deal échoue, si la RDC sombre dans le chaos, si les groupes armés reprennent le contrôle, si la corruption gangrène tout, alors la Chine aura gagné, et l'Occident devra accepter sa dépendance aux minerais chinois pour les décennies à venir. Ce que nous vivons en ce moment, c'est l'histoire en train de s'écrire. Dans quelques mois, nous saurons si ce deal se concrétise. Dans quelques années, nous verrons s'il transforme vraiment l'Afrique. Dans quelques décennies, nous jugerons s'il a changé l'ordre mondial. Alors, récapitulons. Un deal de 3 000 milliards de dollars entre les États-Unis et la RDC. 52 élus américains qui tentent de l'arrêter, mais qui n'en ont probablement pas le pouvoir. Une Chine qui voit son monopole sur les minerais critiques menacé. Et au centre de tout ça, le Congo, avec ses richesses fabuleuses et ses tragédies humaines.
Ce que nous vivons en ce moment, c'est l'histoire en train de s'écrire. Dans quelques mois, nous saurons si ce deal se concrétise. Dans quelques années, nous verrons s'il transforme vraiment l'Afrique. Dans quelques décennies, nous jugerons s'il a changé l'ordre mondial. Mais une chose est sûre, cette histoire ne fait que commencer. Et vous, vous êtes aux premières loges pour la suivre. Si cette analyse vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a fait réfléchir, alors likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, car cette histoire, elle nous concerne tous. Abonnez-vous à AfriVib et activez la cloche de notification parce que je vais continuer à suivre cette histoire de près. Les prochains épisodes promettent d'être encore plus explosifs. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que les 52 élus américains ont raison de s'opposer à ce deal? Ou croyez-vous que l'urgence géopolitique justifie de passer outre leurs objections? Votre avis m'intéresse. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Rendez-vous très bientôt pour la suite de cette saga géopolitique qui redéfinit notre monde.